Il suffit en moyenne de 72 heures pour qu'un adulte normalement constitué abandonne un système d'organisation tout neuf. Ah ouais, la fameuse barre du jeudi. C'est ça, c'est une stat un peu informelle, mais elle est tellement familière. On installe une nouvelle appli, on planifie sa semaine, on se sent invincible le lundi. Le mardi, l'illusion tient encore à peu près. À peu près, oui. Et puis, le jeudi arrive. Une urgence tombe, la fatigue cognitive s'installe, et là, tout s'effondre avec fracas. Complètement. Le château de cartes qui s'écroule, quoi. Voilà. Donc, dans notre exploration du jour, on va plonger dans nos sources sur la productivité, et la mission, c'est vraiment de comprendre l'anatomie de ce point de rupture. Pourquoi on lâche l'affaire si vite? Exactement. Pourquoi les systèmes échouent systématiquement en fin de semaine, et comment une méthode purement scientifique, qui paraît super contre-intuitive d'ailleurs, peut nous sauver de ce naufrage récurrent. C'est le cœur du problème, en fait. Juste pour ancrer un peu notre réflexion, pour ceux qui nous écoutent, on a déjà vu comment définir une priorité claire avec l'étape qu'on appelle highlight. On a aussi vu comment bloquer les distractions avec le mode laser et comment recharger ses batteries physiques avec l'approche Energize. Les 3 piliers de base. Sauf que si on s'arrête là, le système reste atrocement fragile. Donc, ok, on va décortiquer tout ça. C'est une excellente transition, parce que cette fragilité systémique, c'est un peu le talon d'Achille de presque toutes les méthodes de développement personnel. Elles exigent une exécution constante, sans aucune faille. Ce qui est impossible pour un être humain normal. Voilà, c'est impossible. Et la clé de voûte proposée par nos sources, celle qui empêche d'abandonner au premier obstacle, c'est cette 4e étape, la phase de réflexion ou reflect. Reflect, ouais. Sans ce moment de pause, les 3 autres étapes, c'est juste des bonnes résolutions du nouvel an qui vont s'évaporer en février. Et ce qui est fascinant ici, c'est qu'on nous invite à ne plus subir nos journées, mais à les aborder avec la rigueur d'un véritable chercheur scientifique. Les chercheurs scientifiques, alors, attends, il faut qu'on clarifie cette analogie tout de suite. Parce que l'objectif de base, c'était de se simplifier la vie, tu vois, de retrouver du temps libre. Bien sûr, Si l'idée, c'est de transformer chaque fin de journée en une espèce de soutenance de thèse de doctorat super complexe, le remède va être bien pire que le mal. ah non, l'idée, c'est absolument pas d'ajouter une lourdeur académique, rassure-toi. L'idée, c'est d'emprunter à la science sa plus grande force, c'est-à-dire sa neutralité émotionnelle. La neutralité, ok? La méthode scientifique de base, elle repose sur des étapes immuables. D'abord, tu observes un phénomène. Ensuite, tu émets une supposition, une hypothèse. Puis, tu expérimentes pour tester ça. Et enfin, tu évalues le résultat. Ouais, le cycle classique, quoi. Et le fait d'appliquer ce prisme à notre propre emploi du temps, ça change carrément la nature de la façon dont on perçoit nos actions. Donc, si je te suis bien, ça veut dire que tout ce qu'on a vu avant, genre isoler une tâche prioritaire ou bannir son téléphone d'une pièce pour le mode laser, c'est pas des règles absolues ou des dogmes, Pas du tout. Ce sont juste des hypothèses. des hypothèses de travail. Ni plus, ni moins. Prends l'exemple de l'hygiène de vie qu'on aborde avec la phase Energize. Une hypothèse scientifique, ça serait de se dire, bon, si j'adopte des comportements de chasseur-cueilleur, genre marcher 30 minutes, ou si j'élimine les aliments ultra transformés à midi, alors ma vigilance devrait augmenter l'après-midi. Et c'est pas une vérité absolue, c'est juste un truc qu'on teste. Exactement. On part jamais du principe que c'est une vérité universelle imposée par le NIVRE. On s'engage juste à tester la théorie sur son propre corps. C'est marrant, c'est un peu comme si nous étions à la fois le scientifique sérieux en blouse blanche devant son microscope et le rat de laboratoire qui court dans le labyrinthe, en fait. J'adore cette image, c'est exactement ça. Ou comme un algorithme, tu vois. Au début, un algo de recommandation, il teste des trucs au hasard pour voir ce qui accroche. Tu cliques ou tu ignores, l'algo ingère la donnée. Il est neutre. Il se vexe pas si tu cliques pas? Voilà. Il ressent aucune culpabilité, il recalcule juste sa trajectoire. L'enjeu, c'est de devenir l'algorithme bienveillant de notre propre attention. Et cette métaphore de l'algorithme, elle illustre parfaitement le basculement psychologique qui est crucial ici. Dans la productivité classique, celle qui carbure à la volonté pure, l'approche est hyper binaire. C'est noir ou blanc. Ouais. Si tu te promets de rester concentré toute la matinée et que tu finis par scroller pendant 1 heure sur les réseaux, le résultat émotionnel est immédiat, c'est désastreux. C'est le fameux échec moral. La spirale de la culpabilité. On se persuade qu'on manque de discipline. Et cette charge de culpabilité, paradoxalement, elle consomme encore plus d'énergie mentale. C'est ce qui fait qu'on lâche tout le jeudi. Voilà, c'est le piège de la perfection. Alors que la posture du scientifique, elle désamorce tout ça. En science, une expérience qui rate, c'est pas un échec moral. C'est juste qualifié de données ponctuelles.
Une donnée, c'est froid, c'est neutre. Si ta concentration s'effondre le mardi, tu te flagelles plus, tu observes ça avec curiosité, tu te dis « Tiens, j'ai mis le téléphone en silencieux, mais mes propres pensées m'ont distrait. Pourquoi ?» Tu évalues, tu ajustes et tu retentes le lendemain. La pression de la perfection disparaît totalement. C'est hyper logique et ça enlève un poids énorme. Mais bon, ça demande une honnêteté intellectuelle assez brutale. Et surtout, il y a un problème logistique énorme là. Ah, lequel? Si on doit documenter ces fameuses données ponctuelles chaque soir, alors qu'on est au max de la fatigue décisionnelle, la friction est beaucoup trop haute. Quand les enfants pleurent, qu'il faut faire à manger, on n'a ni le temps ni l'énergie pour tenir un journal de bord détaillé. Cette objection est 100% valide. La friction cognitive le soir, ça détruit n'importe quelle bonne résolution. Mais c'est précisément pour ça que les sources imposent une contrainte extrêmement stricte. Cette phase d'évaluation ne doit durer que 60 secondes chrono. 60 secondes. Pas plus. Pas 1 minute et demie, 60 secondes. Mais attends, 60 secondes pour analyser la complexité de toute une journée. Si c'est si court, il n'y a clairement pas de place pour écrire de longs paragraphes d'introspection. Ça doit être des métriques très simples, non? Pour pas que le cerveau voit ça comme une corvée administrative. C'est la ruse comportementale, en fait. Abaisser le temps d'exécution sous la minute, ça contourne la résistance du cerveau. Ça ressemble plus à un tableau de bord minimaliste dans un cockpit d'avion. Tu as des questions super fermées. Du genre? Première question, quel était le highlight, la priorité du jour? Est-ce qu'il a été atteint, oui ou non? Ensuite, tu évalues ta concentration, le mode laser, sur une échelle de 1 à 10. Rapide? Pareil pour l'énergie, de 1 à 10. Et enfin, tu listes juste les tactiques que tu as testées, tu coches si ça a marché, et tu choisis ce que tu vas modifier demain. C'est tout. Un système sur 10, c'est redoutable de simplicité. D'ailleurs, en parlant de ça, les notes de nos sources contiennent une anecdote qui illustre ça à la perfection. C'est un exemple réel tiré des carnets de Jake, l'un des auteurs, daté du 17 novembre 2008. Oui, j'adore cet exemple. Il montre vraiment l'observation neutre en action. Ce jour-là, il a noté une énergie plutôt haute, genre un bon 8 sur 10 le matin. Ce qui validait sa séance de sport matinale, en l'occurrence. Exactement. Et le résultat, c'est qu'il a tenu 3 heures de concentration ininterrompue. Un succès total, donc. Jusqu'au déjeuner. Parce que le carnet montre qu'à midi, il a complètement craqué pour 2 énormes parts de gâteau au chocolat en dessert. Et ses notes, le soir, elles documentent le crash total qui a suivi ce pic de sucre. Sa concentration s'est littéralement effondrée toute l'après-midi. Plus rien. Le brouillard mental. Et le truc, c'est qu'en observant cette corrélation de cause à effet, en quelques secondes, la conclusion scientifique qu'il a tirée ce 17 novembre, elle est super claire. 1. Son métabolisme plafonne à 3 heures de concentration max. Et 2. Le sucre transformé le midi, c'est un poison absolu pour sa productivité de l'après-midi. C'est ça qui est génial avec ce type d'observation, c'est hyper personnalisé. Aucun bouquin de management va te dire « Attention, la 2e part de gâteau va ruiner ton mardi ». Seule la collecte de tes propres données fait émerger ce genre de schéma. C'est de la connaissance de soi pure. Mais il reste quand même un écueil. Ok, le faire en 60 secondes, c'est bien. Mais comment on n'oublie pas de le faire régulièrement? Parce qu'on peut vite zapper. Alors, la mémorisation, on peut facilement la déléguer à la technologie. Le texte suggère d'utiliser nos assistants vocaux. Tu sais, Siri, Alexa, ces trucs qui nous distraient d'habitude. Ah oui, les retourner à notre avantage. Voilà. Tu leur dis « Rappelle-moi de choisir ma priorité à 9 heures et rappelle-moi de remplir ma fiche à 21 heures. » Tu transfères l'effort de mémorisation à la machine. C'est malin. Mais ça soulève un autre problème, beaucoup plus vicieux. Ok, l'alarme sonne. Techniquement, on n'a pas oublié. Mais émotionnellement, aïe aïe aïe. Comment on fait quand on n'a juste pas la force d'affronter son propre bilan? Tu veux dire face à l'échec? Exactement. La machine n'empêche pas de se sentir misérable quand, le soir, tu as un tableau de bord rempli de zéros, de non, et que tu n'as rien fait. Dans ces semaines chaotiques où l'énergie stagne à 2 sur 10, comment le système gère ce découragement qui nous pousse à tout jeter par la fenêtre? Alors, qu'est-ce que tout ça veut dire au fond? C'est là que la méthode devient hyper subtile. Elle fait une bascule fascinante. On passe de la science à un véritable hacking comportemental. Le principe de base ici, c'est le refus absolu de la perfection. La perfection n'existe pas. Le mythe du cadre zen qui gère tout sans jamais transpirer, c'est une fiction toxique. Si tu essaies d'appliquer toutes les tactiques d'efficacité avec une rigidité militaire, ça mène direct à la paralysie. Donc, si je décode bien, l'échec n'est pas un accident. Il est carrément intégré dans l'ADN du système. On accepte d'avance que la méthode va régulièrement dérailler face à la réalité. Exactement.
C'est un principe de résilience. Mais il y a mieux. Le système intègre une parade neurologique directement dans l'évaluation, pour contrer ce fameux désespoir du soir. Ah oui, la fameuse dernière question du tableau de bord. La toute dernière chose qu'on note dans ces 60 secondes. Et d'ailleurs, c'est une question qui dénote complètement avec les autres trucs très chiffrés. Oui, le moment de gratitude. Franchement, là, le vernis scientifique craque un peu. Insérer de la gratitude dans un outil de productivité, c'est comme fausser les résultats de sa propre expérience, non? C'est une manipulation, clairement. Mais elle est brillante parce qu'elle est basée sur les neurosciences. Tu sais, le cerveau humain a un biais de négativité très puissant. Si ta journée a été un désastre, ton amygdale va encoder ça comme une menace, un danger. Ce qui déclenche l'envie de fuir et donc d'abandonner le système pour se protéger. Précisément, ton cerveau fuit la douleur psychologique. Mais si tu forces ton cortex préfrontal à chercher un seul petit élément positif au milieu du chaos, le livre donne d'ailleurs un exemple tout bête, s'arrêter sur l'odeur des spaghettis qui embaument la cuisine. C'est très concret, ouais. Juste ça modifie chimiquement la fin de l'expérience. Tu viens court-circuiter ce biais de négativité. Et en terminant sur cette note, tu actives légèrement ta dopamine. Donc tu reprogrammes ton cerveau pour qu'il associe cette fiche d'évaluation du soir à un truc apaisant, pas à un tribunal. Voilà, ça te donne envie de recommencer le processus le lendemain, au lieu de le fuir. C'est fascinant comme stratégie de rétention. On s'injecte une petite dose calculée de clémence pour huiler la psychologie. Et du coup, l'indulgence envers soi-même, c'est plus du tout perçu comme de la paresse. Au contraire, c'est le filet de sécurité qui permet au système de survivre aux inévitables accidents de la vie. L'indulgence devient une tactique d'endurance. La rigidité se casse toujours, la flexibilité absorbe le choc. Et ça permet de tenir sur le long terme, accepter les journées désastreuses avec philosophie, sans se juger. C'est vrai que la discipline aveugle, elle pardonne jamais. Jamais. Et c'est pour ça qu'elle échoue si souvent. Tu sais, en prenant un peu de recul sur tout ça, ce qui me frappe, c'est le contraste massif avec le discours habituel sur le développement personnel. On nous vend toujours l'idée que pour changer de vie, il faut des ruptures monumentales. Tout plaquer, partir élever des chèvres ou faire des retraites silencieuses de 10 jours. C'est le fantasme de la page blanche. Mais la réalité silencieuse de cette approche expérimentale, c'est que la vraie transformation, elle réside exclusivement dans la micro-itération. Des petits ajustements. Un petit décalage d'un quart d'heure sur le coucher, modifier l'écran d'accueil de son téléphone ou juste verbaliser sa priorité le matin. Et ces ajustements, parce qu'ils sont évalués et affinés par 60 secondes d'observation le soir, finissent par créer un effet cumulé massif. Le contrôle, il ne s'arrache pas par la force, il se sculpte par l'observation. Et ça amène une réflexion de fin assez vertigineuse, je trouve. Aujourd'hui, on est tous capables de suivre nos dépenses au centime près. On compte nos pas, on scrute notre temps d'écran de manière limite obsessionnelle. C'est vrai. Mais la matière première de notre existence, notre attention de tous les jours, on laisse complètement filer dans le brouillard. Et la question que je me pose, et que ceux qui écoutent peuvent se poser, c'est si l'application de cette méthode d'observation neutre d'1 minute par jour peut métamorphoser notre concentration, quelle autre partie de notre vie pourra en bénéficier? C'est une excellente question. Que se passerait-il si on appliquait cette lentille analytique, mais indulgente, à nos relations familiales ou à notre créativité, plutôt que de s'en remettre au hasard de la fatigue du quotidien? Si on relie ça à la vision d'ensemble, c'est vraiment l'ultime leçon de tout ça. Optimiser un emploi du temps, c'est finalement qu'un cheval de Troie. Ouais. Le vrai but derrière ces tactiques et ces carnets, c'est la reconquête de la connaissance de soi. Comprendre de manière clinique et sans se juger ce qui draine notre énergie et ce qui nous recharge. Redevenir l'architecte attentif de sa propre machinerie, en fait. On observe les signaux faibles, on fait des nouvelles hypothèses sans avoir peur de l'échec, on ajuste le tir. Et surtout, on n'oublie jamais la petite pointe d'indulgence en chemin. Un jour après l'autre. À un moment à la fois, une expérience à la fois. Et c'est là que tout commence vraiment à prendre sens. Et pour celles et ceux qui veulent aller plus loin, le livre est disponible gratuitement via le lien en description.